Bonjour et bienvenue à Radio Pâtisseur. Je m'appelle Jasmine et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer l'humoriste Laurent Paquin. Bonjour Laurent. Allô, allô, comment ça va? Bien et vous? Ben oui, ça va très, très bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente de pouvoir vous poser des questions aujourd'hui. Ben, moi aussi, je suis content de répondre à tes questions. Ça me fait un grand plaisir. Je vous trouve très drôle et vous me faites beaucoup rire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste? Ce qui m'a poussé à devenir humoriste, ça s'est fait bien tranquillement. Je pense que ça a toujours été naturel chez moi de faire rire les autres. Quand j'étais enfant, là, déjà tout petit, là, je pense que je pense que j'étais un petit gars cute et drôle. Puis les grandes personnes riaient beaucoup quand je parlais. Puis j'ai réalisé que c'était le fun de faire rire les gens. Puis quand je suis rentré à l'école, après ça, au primaire, au secondaire, j'étais toujours le petit comique dans la classe. J'étais celui qui attirait l'attention en disant des niaiseries pour faire rire les autres. Fait que ça s'est fait un peu tout seul. Puis j'ai découvert à un moment donné un monsieur qui s'appelle Yvon Deschamps, qui faisait le métier d'humoriste. Puis moi, je ne savais pas que c'était un métier à l'époque. À l'époque, il n'y en avait pas plein à la télé, puis partout, des humoristes. Hein? Fait que quand j'étais jeune, je savais même pas que c'était un métier. T'sais. Puis quand j'ai vu que des gens faisaient ça comme métier, je me suis dit, ah ben, tabarouette, pourquoi pas moi? Fait que ça s'est fait un peu comme ça. Puis j'ai commencé à écrire des sketchs quand j'étais au secondaire, au cégep après ça. Puis j'ai comme jamais arrêté. Donc, faire rire les gens a toujours été quelque chose que vous avez aimé. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Je pense que quand j'étais petit, c'était ma façon à moi d'avoir de l'attention puis de l'amour. Parce que moi, je suis arrivé dans ma famille, j'étais le troisième garçon. Puis mes deux grands frères étaient toujours en train de se chicaner. Fait que j'ai l'impression que à cause de ça, moi, j'avais décidé que j'allais essayer d'avoir de l'attention, mais en étant drôle, en faisant rire, en étant le petit gars que tout le monde aime parce qu'il fait rire les gens. Fait que je pense que c'était comme une façon pour moi de faire ma place dans ma famille. J'ai l'impression. Ok. Si vous n'auriez pas pu devenir humoriste, quel autre métier auriez-vous voulu faire? Hey, je me suis souvent posé cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Je ne sais pas parce que maintenant que je fais ça dans la vie, j'ai l'impression que je suis bon dans rien d'autre. Ben, en fait, c'est pas vrai. Mais quand j'étais jeune adulte, mettons là, tu sais, quand j'étais rendu au cégep, là, je me disais, il faut que je me trouve un vrai métier avant, parce que j'avais l'impression qu'humoriste, c'était pas un vrai métier. Il fallait que je me trouve un vrai travail. Fait que j'avais étudié en radio. J'avais étudié pour faire de la radio, pour être journaliste à la radio. Puis je l'ai fait un petit peu d'ailleurs. Puis je pense que j'étais pas mal bon. Mais j'aimais pas tellement ça. Puis quand j'ai eu l'occasion d'auditionner pour aller à l'école de l'humour, je l'ai fait tout de suite. Fait que probablement que si j'avais pas fait l'école nationale de l'humour, je serais peut-être en train de faire de la radio quelque part au Québec, dans une station de radio, je sais pas où. Moi, j'avais commencé à travailler au Saguenay. Fait que peut-être que je serais au Saguenay en train de lire des nouvelles à la radio. Êtes-vous stressé avant les spectacles? Si oui, quels sont vos trucs pour gérer votre stress? Je suis quelqu'un de très chanceux parce que moi, j'ai pas le trac. Il y a des gens qui ont le trac. Le trac, c'est l'espèce de peur avant de monter sur scène. Des fois, ça te donne envie, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as mal au ventre. Tu sais, il y a plein de symptômes comme ça qui sont pas le fun quand t'as le trac. Puis moi, j'avais ça, le trac avant. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je l'avais plus. Fait que moi, je m'amuse. C'est vraiment... je me trouve très chanceux. Mais quand je suis nerveux des fois, quand je fais quelque chose que je fais pas d'habitude. Comme, mettons, j'ai déjà chanté à l'émission En direct de l'univers. Je ne sais pas si tu connais l'émission avec France Baudouin. En tout cas, il fallait que j'aille chanter pour quelqu'un qui était invité là-bas. Et puis moi, chanter à la télé, ça me stresse parce que c'est pas mon vrai métier. Fait que j'ai-tu des trucs? J'essaye de penser au pire qui pourrait arriver.
puis je me dis que le pire arrivera jamais. Fait que pourquoi je m'inquiète? Je me dis aussi souvent, hey, je vais pas sauver la vie de quelqu'un, personne va mourir. Si jamais je suis pas si bon, c'est pas grave, je vais avoir fait mon gros possible. Tu sais, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Puis sinon, ben, j'essaie de respirer. Tu sais, juste respirer tranquillement pour baisser ton rythme cardiaque, parce que quand on est nerveux, notre cœur bat souvent très, très vite. Fait que en faisant des petits exercices de respiration, là, puis de se dire, ça va bien aller. Il peut rien arriver de grave. Ça aide beaucoup. Est-ce que ça marche? Ça marche, oui, pas pire. Mais c'est normal d'être un peu nerveux. Les gens qui sont nerveux, des fois, ils pensent qu'on n'est pas supposé être nerveux. Fait que là, ça les inquiète. Comment ça se fait que je suis nerveux? Ça sera pas bon. Je suis nerveux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, la nervosité, c'est bon aussi un peu. Parce que ça nous donne une énergie que peut-être on n'aurait pas eue. Fait que, il y a même des gens que s'ils sont pas nerveux, ça les inquiète. Moi, ça m'inquiète pas. Quand je suis pas nerveux, je suis content, mais il y a des gens que s'ils sont pas nerveux, on dirait, ils se disent, il me semble que c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je devrais être nerveux. Je vais être mauvais aussi parce que je suis pas nerveux. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis pas comme ça, mais des fois, la nervosité, c'est bon, par exemple. Ça donne de l'énergie. Avez-vous des humoristes comme amis proches? Oui, quand même, pas mal. J'en ai qui sont des bons amis. Il y en a que c'est des camarades, que c'est des amis, mais tu sais, c'est pas des amis que je vois, mettons, pour aller prendre un café ou pour aller au cinéma ensemble. Mais oui, j'ai des gens que je considère vraiment comme des amis à moi. Je travaille avec des humoristes depuis des années, donc j'ai un ami qui s'appelle Simon Delille, Billy Tellier, qui est un de mes bons chums, Stéphane Fallu, Ghislain Dufresne, qui est un peu moins connu, mais il était dans le groupe Cramp en masse, il était aussi dans les Chicken Swell. Puis sinon, ben il y en a plein d'humoristes. On se croise un petit peu partout dans les soirées d'humour, puis dans des spectacles. Puis je suis toujours content de les voir. Jean-Michel Anctil, c'est vraiment un bon copain. J'en ai pas mal. Il y a personne que j'aime pas, mettons. Mais il y en a que j'aime plus. Quel est le meilleur conseil que vous ait donné en début de carrière? Ah, on m'en a donné quelques-uns. Quand je me rappelle avant que je fasse le métier pour vrai, là, j'avais fait des auditions pour faire des soirées d'humour. Et c'était Louise Richer qui m'avait fait passer l'audition. Louise Richer, c'est la directrice de l'École nationale de l'humour, tu sais. Mais moi, à l'époque, je la connaissais comme comédienne. C'était une actrice qui s'occupait des auditions. Puis j'avais fait un personnage un peu méchant qui disait des affaires épouvantables. Puis elle m'avait donné un très bon conseil, Louise Richer, après. Elle m'avait dit, Yvon Deschamps, quand il dit des choses comme ça, c'est correct parce que lui, on le sait que c'est un bon gars. Elle dit, toi, on te connaît pas. On le sait pas que t'es un bon gars. Fait que, quand tu dis des choses comme ça, on se demande si tu prends un personnage ou si tu penses ça pour vrai. Puis moi, je prenais un personnage. Moi, je me disais, hey, c'est pas moi qui dis ça, là. Je disais des choses vraiment pas correctes. Puis je me disais, ben voyons, je fais comme Yvon Deschamps. Je dis des choses, mais c'est pas vrai que je pense ça. Mais on m'avait dit, fais attention, les gens, ils savent pas que t'es un bon gars. Ça a l'air nono, mais moi, ça a été un grand, grand, grand conseil. Puis j'ai un autre conseil que quelqu'un m'a donné. C'est Marc Dupré, qui est un chanteur, ben, imitateur aussi. Il faisait des galas à Juste pour rire. Puis il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, parce qu'à l'époque, j'étais encore nerveux avant de faire des galas puis des choses comme ça. Puis il m'avait dit, hey, sacre-toi-en un tout petit peu. Il dit, il faut que tu t'en sacres un peu. Mais un peu, juste un peu. Jamais complètement. Puis ça m'était resté en tête. J'ai fait, ah oui, j'étais tellement nerveux que je me disais, ah, il faut que je m'en sacre un peu. Puis ça m'a permis d'arriver sur scène avec j'étais plus détendu. J'étais comme moins nerveux parce que je le savais bien que je m'en sacrais pas pour vrai. Mais de me dire, je m'en sacre, c'est pas important, c'est pas grave, ça m'a aidé à être moins stressé. Est-ce que c'est ce même conseil que vous donneriez aux personnes qui veulent se lancer en humour?
Moi, si je donnais un conseil aux gens qui veulent faire de l'humour, là, ça serait probablement de travailler beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui, hein, on le sait. Puis souvent, la différence entre le succès et l'échec, c'est le travail. Moi, je vois des jeunes humoristes qui travaillent très, très fort, puis je le sais qu'eux autres, ça va marcher. Parce que même si c'est pas encore parfait, je le sais qu'ils vont s'améliorer parce qu'ils travaillent tellement fort. Puis il y en a d'autres qui ont du talent, mais ils mettent pas l'effort pour s'améliorer. Fait que moi, je pense que la plus grande qualité d'un humoriste, c'est d'être capable de se remettre en question, puis de se dire, hey, j'ai ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ce soir? Tu sais, il y a des soirs où ça va moins bien. On fait des blagues, puis les gens ne rient pas comme on espérait. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, le public était pas bon. Mais moi, je préfère me dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il rie plus? Puis je pense que quand tu es capable de te critiquer toi-même, là, puis de chercher qu'est-ce que tu peux faire de mieux, je pense que c'est ça qui est la bonne attitude en humour. Mais vraiment, il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur d'écrire des blagues, puis de les réécrire, puis de recommencer, puis de les lire. Puis si les gens trouvent que c'est pas drôle, ben il faut dire, ben c'est les gens qui ont raison. Si les gens rient pas, ça veut dire que c'est pas drôle. Fait que ce gag-là, cette blague-là, on va l'acheter aux poubelles, on va en écrire d'autres, c'est pas grave. Moi, j'écris vraiment beaucoup. Je travaille beaucoup, beaucoup. Puis je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puis que je suis encore là, même si ça fait plus que 30 ans maintenant que je fais ce métier-là. Est-ce que vos enfants sont intéressés par votre métier? Mes enfants s'intéressent à mon métier, mais je pense pas pour le faire. Je pense qu'ils aiment ça, voir des shows. Mes enfants, je les ai amenés souvent avec moi en spectacle, voir comment ça se passait. Quand je fais des pièces de théâtre, ma fille, des fois, elle vient puis elle regarde le spectacle dans les coulisses. Mon fils aussi, je l'ai amené souvent avec moi. Je pense qu'ils trouvent ça le fun comme métier. Ils trouvent ça le fun de rencontrer des gens qui font ce métier-là aussi, des acteurs, des humoristes. Mais les deux n'ont pas l'air de vouloir faire ça dans la vie. On faut jamais dire jamais, mais d'après moi, ils vont faire autre chose. C'est bien correct. L'important, c'est de faire un métier qui te rend heureux ou heureuse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur scène et de ne plus vous souvenir de votre texte? Ça arrive des fois. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un gros, gros blanc de mémoire, là, puis de plus savoir où je suis, pantoute. Là, ça, c'est pas arrivé. Mais des petits moments pendant une couple de secondes, là, dans ma tête, je me dis, oh là là, où est-ce que je suis rendu? Je ne sais plus où je suis rendu. Puis des fois, ça paraît. Puis des fois, je fais des blagues avec ça. Là, je dis au monde, bon, ben là, parlez entre vous, là, parce que je me rappelle pas où je suis rendu. Fait que là, les gens, souvent, ils trouvent ça drôle. Puis pendant que les gens rient, bon, ben là, je suis dans ma tête, là, ça roule, là, puis ça tourne. Puis là, je me dis, OK, où c'est que je suis rendu? OK, j'ai fait cette blague-là. Ça veut dire que je suis rendu à cette blague-là. Puis des petits moments de panique, ça arrive de temps en temps. Mais heureusement, moi, j'ai des amis là, qui sont montés sur scène, là, qui ont fait des numéros d'humour, puis qu'en plein milieu du numéro, ils savaient plus pantoute où est-ce qu'ils étaient, puis ils ont été obligés de sortir de scène pour aller vérifier dans leur texte. Puis ça a été des moments là, Je pense que c'est la pire chose à vivre pour un humoriste, c'est d'être sur scène puis d'avoir un blanc de mémoire. Mais le pire, c'est quand le blanc est long, là. Puis quand le texte, il revient pas. Des fois, il revient, mais des fois, il revient pas. Moi, ça m'est pas encore arrivé. Je me croise les doigts pour que ça arrive jamais. Est-ce que... Avez-vous déjà fait une blague que personne n'a trouvé drôle? Personne, je le sais pas. Mais ça m'est arrivé de faire des spectacles où les gens écoutaient même pas. Je pense que c'est ça qui était le pire. Quand j'ai commencé ma carrière, les gens me connaissaient pas. Puis des fois, les spectacles que je faisais, c'était dans des drôles de conditions. C'était dans des places où les gens étaient en train de souper.
Des fois, c'est des gens qui avaient fait le party un peu, puis là, ils jasaient, puis ils mangeaient, puis ils buvaient du vin, puis de la bière, puis là, on leur dit « Hey, attention, mesdames, messieurs, on a un spectacle d'humour, Laurent Paquin. » Puis là, je rentre sur scène, les gens savent pas qui je suis, ils n'ont pas le goût de voir un spectacle d'humour, ils ont envie de jaser entre amis. Fait que là, moi, je suis là en avant avec mon micro, puis je fais mes blagues, puis personne n'écoute, personne rit. Ça, c'est des grands moments où on se sent très, très seul. C'est pas des moments le fun. Mais un gag où personne rit vraiment, là, zéro, ça arrive pas souvent. Mais des fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui rit. Ça aussi, ça fait mal un peu. Quand tu penses surtout que ta blague est bonne, là, tu penses toi que c'est drôle, puis finalement, les gens ne rient pas. C'est un grand moment où tu deviens un peu plus humble. Là, tu fais OK, j'ai encore du travail à faire. Ça, c'est des choses qui arrivent. Quelle est la blague qui vous a pris le plus de temps à écrire? La blague qui m'a pris le plus de temps, c'est une bonne question parce que des fois, il y a des numéros. J'ai écrit des numéros, moi, qui m'ont pris des années. Des fois, j'écrivais un numéro, je le trouvais pas assez bon, mais je le jetais pas. Tu sais, je le gardais quand même. Puis là, il était quelque part dans mon ordinateur. Puis là, quelques années après, en fouillant dans mon ordinateur pour trouver des blagues et tout ça, je retombe sur ce numéro-là, puis je me dis, c'était pas si pire, c'était pas mauvais, ce numéro-là. Puis là, des fois, il me vient des nouvelles blagues, puis là, finalement, je trouve que le numéro, il est bon. Fait que des fois, ça peut prendre des années pour écrire un numéro. Il y a un numéro que je voulais faire dans un de mes... J'ai fait un numéro dans mon 3e spectacle où je parlais de mon père. Je racontais une anecdote avec mon père. Puis ce numéro-là, je l'ai fait en 2000, je me rappelle même plus, 2015, mettons, mais ça faisait depuis 2001 que je voulais parler de ça, tu sais. Fait que ça a pris 15 ans avant que je le fasse, ce numéro-là, tu sais, parce que je trouvais pas la bonne façon de faire rire avec ce sujet-là. Parce que c'est un petit sujet un peu émotif, un petit sujet un peu triste parce que je parlais de la mort de mon père. Fait que c'était un peu... J'avais pas trouvé la bonne façon d'en parler. Je voulais pas que ça soit trop triste. Puis je voulais pas que ça soit plate. Puis j'ai fait, si je suis pas capable d'en parler, j'en parlerai pas. Au lieu de faire un numéro qui marche pas bien, je vais juste pas le faire. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je pense que j'ai trouvé la bonne idée. Fait que là, j'ai repris le numéro, je l'ai fait, puis je pense que ça a donné un bon numéro. Mais ça m'a pris quasiment 15 ans pour le faire. Mais quand je décide d'écrire avec des amis, ça peut prendre des fois quelques semaines, quelques mois, puis j'arrive avec un bon numéro. Puis des fois, ça s'écrit bien rapidement. Quand il y a des idées qu'on a qui s'écrivent super rapidement. C'est comme si j'écrivais tout avec... je prends des notes, puis après ça, je vais sur mon ordi, puis j'écris ça. Des fois, ça va vraiment vite. Puis des fois, ça peut prendre des années. C'est jamais pareil. Combien de temps vous prenez pour écrire environ un spectacle en entier? Un spectacle en entier, moi, je considère que si j'ai 1 an pour le faire, ça c'est correct. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais je trouve qu'1 an, c'est bon. Parce qu'un show, quand on écrit un spectacle complet, un spectacle, des fois, c'est 1h30. Écrire 1h30, je le fais pas tout d'un coup. Fait que des fois, j'écris un 10 minutes. Puis là, je me demande, c'est-tu bon, cette 10 minutes-là? Fait que là, je vais dans un spectacle, dans une soirée d'humour, dans un comédie club, et je fais ce numéro-là devant les gens. Puis là, si les gens rient, je me dis, OK, c'est bon. Fait que là, je prends des notes pour améliorer ce 10 minutes-là, pour le rendre meilleur. Puis là, je refais le 10 minutes à une autre place. Puis je l'améliore tout le temps un peu. Puis après ça, quand ce numéro-là est bon, là, j'écris un autre 10 minutes. Fait que, puis là, je le fais devant des gens. Puis si ça marche, je le refais, je l'améliore. Puis plus je travaille, plus le show devient long et plus j'ai 1h30. Là. Tu sais, plus j'approche d'un vrai spectacle. Parce que écrire un show, c'est pas juste écrire. C'est le faire devant des gens, corriger les erreurs, améliorer les choses, et après ça, on retourne écrire. On fait plus de réécriture que d'écriture, je pense, quand on fait de l'humour. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez votre spectacle? Beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses qui nous inspirent quand on fait de l'humour. Moi, je m'inspire beaucoup du monde dans lequel on vit. Je m'inspire beaucoup de moi-même, de mes questions que je me pose, de mes inquiétudes, les choses qui me font peur. Si je veux parler, par exemple, dans mon dernier spectacle, je disais que c'était pas facile d'être heureux. Puis mon spectacle était beaucoup là-dessus, la difficulté d'être heureux. Puis ça partait d'une vraie question que je me posais. Tu sais, comment on fait pour être heureux? C'est qui les gens qui sont heureux? Puis comment ils font? Puis fait que ça partait beaucoup de mes petites inquiétudes à moi. J'ai fait des numéros où, quand tu vois, je te parlais de la mort de mon père, ben quand j'ai décidé que je faisais un numéro où j'allais parler de ça, évidemment, ce qui m'inspirait, ben, c'était mon vécu, c'était ma vie, les choses qui m'étaient arrivées. Mais des fois, c'est le monde, la société. Tu vois, en ce moment, je travaille sur un nouveau numéro pour le Festival Juste pour rire que je présente cet été. Puis le numéro sur lequel je travaille, c'est un numéro qui parle du silence. Parce que le silence, quand il y a un silence, souvent, ça veut dire qu'il y a un malaise. Tu sais, si on arrête de parler tous les deux, là, les gens vont dire « Oh, ils savent plus quoi dire. Oh, il y a un malaise. » On n'aime pas le silence. Fait que j'ai commencé à écrire là-dessus. Parce que je pense que c'est vrai que les gens sont pas à l'aise dans le silence. C'est dur de pas parler. Même dans les endroits où on n'est pas supposé parler, on parle. On va chuchoter, mais on va jamais avoir un silence complet. Fait que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, mais je trouve que c'est un sujet qui est difficile. C'est difficile de faire rire avec ce sujet-là. Mais tu vois, je travaille encore là-dessus. Puis je pense que le numéro est en train de devenir pas mal bon. Est-ce que vous croyez que les gens vont beaucoup apprécier, vont trouver ça drôle? J'espère que oui. Puis comme j'écris beaucoup, puis je travaille fort, je l'améliore encore. Puis heureusement, avant de faire le festival Juste pour rire, j'ai plein d'occasions de vérifier si le numéro est drôle. Je vais participer à des spectacles d'humour. Tu vois, cette semaine, j'ai 2 spectacles. J'ai été invité à participer à une soirée bénéfice pour ramasser de l'argent pour une bonne cause. Puis je me suis dit, bon, ben tant qu'à être là, je vais en profiter pour refaire mon numéro sur le silence. Puis je vais voir là, si j'ai réussi à l'améliorer. Est-ce que les gens rient plus que la fois d'avant? Puis c'est ça mon but. Il faut qu'à chaque fois, le numéro soit un peu meilleur que la fois précédente. C'est comme ça que je travaille. Fait que oui, plus je vais le faire, plus je vais être confiant que les gens vont apprécier ça quand je vais le faire pour vrai, là, pour la télévision, puis le festival Juste pour rire. Est-ce que vous préférez les petites salles ou les grands théâtres pour donner vos spectacles? Je préfère souvent les petites salles, moi. C'est le fun des grandes salles aussi. Il y a des salles qui sont grandes où j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Il y a des salles, mettons, à Québec, il y a une salle là, que j'aime beaucoup faire qui s'appelle la salle Albert Rousseau. C'est une salle où il peut rentrer 1300 personnes. Fait que ça, c'est une très grande salle. Mais quand c'est plein, c'est très agréable. Mais je pense que, ultimement, je préfère les petites salles. J'aime ça, voir les gens de proches. Puis j'aime ça parce que c'est plus intime. Puis les gens qui sont assis dans le fond, ils sont pas super loin, tu comprends? Ça, j'aime ça quand tout le monde me voit bien. Comme ça, si je fais des faces bizarres, les gens vont rire parce qu'ils voient bien mon visage. Dans une salle de 1000 places, les gens qui sont dans le fond, ils voient pas toutes mes expressions faciales, tu comprends? Si je fais une face de même, les gens qui sont dans le fond, ils ne voient pas ma face. Fait qu'il faut que je joue un peu différemment. Quelle est la salle que vous avez le moins aimée pour donner votre spectacle et pourquoi? C'est pas toujours la salle, c'est plus le contexte. C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais tantôt d'un spectacle où les gens écoutaient même pas. Là. C'est pas à cause de la salle. C'est une salle qui était une bonne salle de spectacle. C'est juste que c'était une place où les gens pouvaient boire de l'alcool et manger et jaser.
Puis c'est des gens qui avaient joué au golf toute la journée, au gros soleil. Ils avaient bu de l'alcool dehors, au soleil. Puis là, ils étaient assis. Puis là, ça jasait fort, fort, fort. Fait que c'est rarement la salle. Des fois, on rentre dans une salle, puis on fait, mon Dieu, que c'est laid. Puis on fait, il me semble que c'est pas bien fait, puis la scène n'est pas belle, puis, puis finalement, ça se passe super bien. T'sais. Fait que c'est rarement à cause de la salle que ça se passe pas bien. C'est souvent parce que des fois aussi, il y a des soirs où les gens sont plus tranquilles. Peut-être, je sais pas. Des fois, il y a des fois quand il pleut dehors, puis que la météo est pas belle, puis les gens arrivent au théâtre, puis ils sont pas de bonne humeur. Des fois, ça arrive aussi, mais c'est jamais la salle. Ou presque jamais, je dirais. Si les gens sont capables de bien me voir, puis si les gens m'entendent bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais, tiens, peut-être j'ai un exemple de salle où c'est rare que ça se passe bien. C'est quand je fais des spectacles dans des hôtels. Des fois, il y a des grandes salles dans les hôtels pour faire des grandes réceptions. Puis là, il y a des grosses tables avec les gens qui sont assis en rond. Puis là, c'est super grand. Puis les gens sont super loin. Puis souvent, le son est pas très bon. Il y a de l'écho. Puis je dirais que c'est probablement ces salles-là que je trouve les plus difficiles. Mais une bonne salle de spectacle avec des fauteuils, puis que les gens sont assis, puis ils écoutent le spectacle, c'est rare que j'aime pas une salle. Donc, c'est les hôtels qu'on aime le moins. Ouais, je te dirais que les salles de réception d'hôtel, c'est pas l'idéal pour de l'humour. Des fois, c'est quand même très le fun, hein? Parce que quand le public est le fun, le spectacle est le fun. Mais si le public est un peu distrait, puis en plus, on est dans une salle de réception d'hôtel, ça fait pas des conditions gagnantes pour un bon spectacle, mettons. L'interview est déjà finie. Je trouve que ça a passé trop vite. Ah, ben moi aussi, je trouve que ça a passé vite. T'es pas mal bonne pour poser des questions. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui, Jasmine. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir participé à cette entrevue. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Puis je salue tous les gens qui écoutent votre radio. C'était Jasmine sur Radio Bâtisseur. Au revoir.